Alors, chers amis, je voudrais simplement, pour introduire cette table ronde, vous présenter deux personnes qui vont un petit peu participer à l'animation des débats. Tout d'abord, le père Dominique Lang, qui est assomptionniste, qui est journaliste à la Croix, de formation biologiste, et qui a fondé une revue de réflexion sur l'écologie qui s'appelle Les Cahiers de Saint-Lambert, qui est une revue d'une belle qualité. Je suis abonné. Voilà. Ensuite, je voudrais vous présenter Dorothée Martin. Dorothée est journaliste de formation. Actuellement, elle travaille à Good Planet. Elle est également co-réalisatrice du film Home de Yann Arthus Bertrand. Et elle a accepté pendant ces dernières semaines de nous aider à préparer le contenu de cette table ronde et à préparer cette intervention. Soyez remerciés pour votre travail. Bonjour. Vous venez d'entendre en fait 4 témoignages complètement divers, donc d'un philosophe. Oui, bonjour. Vous venez d'entendre 4 témoignages complètement divers de 4 personnes complètement différents. Un philosophe, un scientifique, un journaliste et un écologiste. Est-ce que je vais commencer en fait par les questions dans la salle. Est-ce qu'il y en a 3 ou 4 d'entre vous qui voudraient réagir et qui auraient des questions particulières à poser l'un d'eux? Et puis ensuite on reprendra et puis on va essayer de structurer le débat en 3 parties. Une partie sur le rapport de l'homme à la nature, une autre partie sur l'écologie et le sens du progrès, et on terminera par l'écologie et la spiritualité. Donc il y a Basile qui est autour de vous, qui est avec un micro. Si jamais quelqu'un a envie de réagir sur les 4 premières interventions, vous êtes les bienvenus. Merci. Je vais poser une question iconoclaste. Peut-on renoncer au concept de croissance, sachant que c'est un besoin d'abord spirituel? Alors Cyril, je te laisse répondre. Ah oui, d'accord, pardon, ça marche pas. Super, c'est ça l'Esquimau. En fait, il ne s'agit pas de renoncer au concept de croissance en soi, puisque la croissance fait partie de la vie. On naît, on croît, on meurt. Le problème est de renoncer au concept de croissance économique illimitée tel qu'il est pratiqué aujourd'hui dans notre société et qui est à l'exclusion de toute autre croissance. Et donc ça passe par reconsidérer tout un tas de choses, notamment reconsidérer ce qu'on appelle la richesse. Sur ce sujet-là, je vous encourage vivement à lire Patrick Vivray, qui a écrit un livre qui s'appelle « Reconsidérer la richesse », dans lequel il met en évidence notamment le paradoxe de l'Erika. Le paradoxe de l'Erika, c'était donc ce fameux navire donc, qui s'appelle l'Erika, qui acheminait du pétrole et qui s'est échoué. Et en fait, il s'est rendu compte que dans le naufrage de l'Erika, toute la partie naufrage, pollution, etc., avait généré de la croissance du PIB. Et en revanche, tout ce qui était les bénévoles qui venaient ramasser sur les plages, ça faisait baisser le PIB. Puisque le PIB, en fait, c'est le volume d'échanges économiques qui rentre sur le marché. Donc tout ce qui n'est pas monétarisé, tout ce qui n'est pas financiarisé, ne rentre pas dans ce calcul-là. Donc l'économie du don, donc l'économie informelle, tout ce que fait la nature gratuitement, tout ça ne rentre pas, en fait, dans nos calculs. Donc si on considère toujours qu'on doit croître économiquement de façon infinie, et que pour ça, on a besoin d'avoir un cycle de production-consommation qui est lui-même infini, qui demande d'extraire des matières premières de façon infinie alors qu'elles sont finies, tout ça pour faire grimper une courbe dont l'instrument de mesure est uniquement financier, ça, c'est pas possible. Désolé. J'aurais bien aimé, mais... En revanche, il y a plein de choses qui ont besoin de croître. Enfin, notre humanité a besoin de croître, notre solidarité a besoin de croître, notre conscience de ces enjeux a besoin de croître, notre intelligence, nos interactions, notre capacité à exprimer nos cultures, tout ça a besoin de croître, c'est évident. Notre ingéniosité, notre inventivité a besoin de croître, mais au service de quelque chose qui n'est pas forcément matériel et financier, mais qui peut être immatériel et spirituel.
d'autant que la notion de croissance suppose qu'elle soit illimitée, indéfinie, alors que les ressources terrestres sont limitées et que, par exemple, le pétrole est à l'heure actuelle à son pic. Dans quelques dizaines d'années, il faudra trouver autre chose que le pétrole. Or, notre société de production, de productivisme, consumérisme repose entièrement, dans tous ses aspects, sur le pétrole pas cher. Le pétrole cher, ça veut dire la fin du tourisme aérien de masse, ça veut dire la fin des hypermarchés, ça veut dire la fin du libre-échangisme européen, ça veut dire la fin d'une foule de choses. On n'a même plus le choix. La notion de croissance indexée sur ce sur quoi elle est indexée à l'heure actuelle est une notion qui est d'avance obsolète. Non, je me suis mis là, comme ça sera plus simple. Et comment est-ce qu'on peut faire prendre justement conscience à l'homme qu'on vit dans un monde complètement fini, avec des ressources limitées, et que les équilibres sont très fragiles? Est-ce qu'il y en a un de vous 5 qui veut répondre? Par exemple, faire ce que nous faisons ce soir, et le faire à une beaucoup plus grande échelle. Je veux dire que c'est un véritable mouvement de masse, c'est une internationale qu'il faudrait mettre sur pied. Pour l'instant, on n'en voit quand même que quelques germes. Cyril, qu'est-ce que tu dirais? Ah oui. Non, mais je redirais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il faut se reposer les questions à son échelle et essayer de décrypter à son échelle quel est l'impact de ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Et du coup, c'est assez facile ensuite de mesurer que nos ressources sont finies. Si on regarde par exemple ce calcul qui est assez simple à faire sur Internet qui s'appelle l'empreinte écologique, on peut assez facilement se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on fait qui, si elles se généralisaient à l'échelle de la planète, ne seraient pas possibles. Qui est-ce qui connaît l'empreinte écologique dans la salle? D'accord. Bon. Donc l'empreinte écologique, en fait, c'est un calcul qui a été mis au point et en France beaucoup popularisé par le WWF. C'est une espèce de calcul des ressources naturelles qui sont disponibles par être humain. Et donc on l'a arbitrairement, on lui a donné une unité qui est l'hectare. Et donc c'est 1,8 hectares par habitant de cette planète. Et donc quand on s'est intéressé au mode de vie des différents pays, on s'est rendu compte que si tout le monde vivait comme un Français, il faudrait 3 planètes. Et que si tout le monde vivait comme un Américain, il en faudrait 6 ou 7. En revanche, si tout le monde vivait comme un habitant du Bangladesh, il en faudrait 0,5. Donc, comme dit Serge Latouche, qui est un économiste, heureusement qu'on continue à avoir une assistance technique massive des pays du Sud pour pouvoir continuer à vivre comme on vit, puisque eux vivent avec moins d'une planète. Mais ça ne va pas durer, puisqu'on voit que les équilibres sont en train de changer, que la Chine, le Brésil, l'Inde sont des pays qui voient leur classe moyenne augmenter énormément, donc qui aspirent à un mode de vie qui ressemble au nôtre, puisqu'en plus on l'a bien vendu. On a bien montré que c'était un rêve, une espèce de rêve à atteindre. Donc, cette empreinte-là, elle nous permet de voir qu'on a besoin de revenir dans les limites en fait, de ce que nous impartit la nature, c'est-à-dire une planète, et que notre mode de vie a besoin de s'adapter en conséquence. Et donc, c'est assez intéressant de réfléchir à ça sur comment on se nourrit, comment on se déplace. Donc, par exemple, si vous mangez de la viande tous les jours, ou si vous mangez des légumes plutôt, si vous avez un régime qui est plutôt non carné, ça n'a aucune commune mesure. Si vous achetez des choses qui viennent de l'autre bout du monde ou si vous achetez des choses qui sont plutôt de saison et produites localement, ça n'a aucune commune mesure. Si vous déplacez en vélo ou si vous passez votre vie en avion, évidemment, ça n'a rien à voir. Donc c'est toutes ces questions-là en fait, qu'on est obligé de se poser petit à petit. Donc on a un peu plus d'assistance maintenant. Par exemple, on va bientôt avoir un étiquetage sur les produits, sur l'empreinte écologique des produits, d'ici 2013-2014 normalement. En attendant, on est obligé de se renseigner un petit peu. Mais tout ça, c'est bien beau, mais est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui réellement renoncent à quelque chose ou ont vraiment changé leur mode de vie? Ou est-ce qu'autour de la table, il y a des entre dans vous? Est-ce que vous avez réellement changé votre mode de vie? Aussi incroyable que ça paraît, je n'ai pas de téléphone portable. Il paraît que ce n'est pas possible aujourd'hui d'être journaliste et de ne pas avoir de téléphone portable. Bah, si, c'est possible. C'est des choix. Ce que je voudrais souligner, c'est un témoignage, Jean-Claude Pierre, qui est un ami, qui est un des responsables de ce qui se passe en Bretagne sur la prise de conscience par rapport aux rivières.
bière aux nitrates, etc., un des premiers qui a travaillé dans la ville de Lorient. Il raconte toujours comment un jour il a participé à un petit pèlerinage breton traditionnel. Et à un moment donné, dans le pèlerinage, on s'arrêtait près de la source du village. Et le prêtre bénit la source. Et tout le monde célèbre et on fait les grandes prières. Il dit « Personne dans ce pèlerinage n'a été choqué de voir marqué au-dessus « eau non potable ». Voilà. Et donc je pense que c'est là-dessus, sur cette lucidité aux choses, de dire on s'est habitué à avoir un certain confort, bah oui, c'est agréable de vivre dans un certain confort, mais la lucidité fait qu'on a volontairement ou involontairement oublié de poser un certain nombre de questions. Mais quel est le prix de ce confort? Voilà. Et qui le paye? Voilà. Et quand on commence à tirer ces fils, je pense que nous, comme chrétiens, mais d'autres, et c'est là où on peut vraiment partager cette réflexion avec d'autres, parce qu'on n'est pas plus lucide là-dessus que d'autres, malheureusement. Mais quand on commence à tirer des fils en disant « mais le pain que je mange, il vient d'où? Le vin que je bois, qui le produit? Les fruits de ma table, dans quelles conditions ils étaient produits ?» Là, on voit les fils arriver très vite. Et il y a des choses qui, normalement, ne devraient pas nous satisfaire. Et on voit aujourd'hui, en même temps, et c'est ça qui est intéressant, des gens qui disent « bah oui, on peut faire autrement. On peut faire autrement. Ah, ça nous déplace un peu, ah, ça change un peu nos habitudes, mais la vie, c'est changer nos habitudes. » Pierre Thomas, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je pensais que en fait, les deux questions sont peut-être liées. Tout à l'heure, on disait, au fond, parler de décroissance, c'est pas très boostant au point de vue spirituel. C'est un besoin spirituel, la croissance. Je distinguais en fait quantité et qualité. Il faut toujours une petite distinction très simple, mais qu'on oublie souvent. La croissance qualitative est un besoin spirituel. La croissance quantitative, pas forcément. À un moment, il faut s'arrêter de grandir. Quand vous voyez des basketteurs de 2,20 m, vous dites c'est bien que ça s'arrête. La quantité réclame de s'arrêter, d'être mesurée par une mesure extérieure. La qualité peut toujours être augmentée. Et je me demande si au point de vue de l'éducation, souvent on pense l'écologie en termes négatifs, on se sent tout de suite culpabilisé, bon, il faut que j'arrête, donc je prends plus de bain. Hein. C'est comme sympa un jacuzzi. Mais donc, vu le côté négatif, c'est pas très... la conversion écologique, on n'est pas près de l'avoir. Je me demande si c'est pas en augmentant, au contraire, le sens de la qualité, la croissance qualitative, qu'on peut espérer donner à quelqu'un l'intérêt de se bouger écologiquement. Donc peut-être que s'il y avait un changement des cultures, ce serait de voir combien la conversion écologique peut m'aider en fait à une croissance qualitative de vie. Et je pense que c'est à ce prix qu'on arrivera peut-être à bouger les consciences. D'ailleurs, Cyril, Pierre Rabhi, votre mentor, utilise souvent le mot sobriété heureuse. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ça? Ben c'est ça, la sobriété heureuse. La sobriété, c'est décroître dans l'avoir, et heureuse, croître dans l'être. En fait, c'est tout simplement se demander ce qui nous rend heureux. Est-ce que ça nous rend plus heureux d'aller marcher dans une forêt ou de déambuler tout le samedi après-midi dans un centre commercial? Bon. Et on a des mécanismes de compensation qui font que souvent on va au centre commercial. Mais parce qu'on nous vend ça aussi. On nous vend le fait qu'être heureux, c'est posséder plein de choses, c'est pouvoir acheter, c'est le pouvoir d'achat. Il faut se battre pour notre pouvoir d'achat, etc. Bon, et quand est-ce que nous, on se bat pour notre qualité de vie? Acheter ces fruits et légumes à un producteur qu'on connaît, dans le cadre par exemple d'une AMAP. Vous savez ce que c'est qu'une AMAP ou pas? Ouais. Je me méfie parce que l'empreinte écologique, tout le monde ne savait pas. Acheter donc des fruits et des légumes. Moi, je suis dans une AMAP. Le producteur est un copain, il s'appelle Benjamin, c'est un jeune agriculteur qui a mon âge. Et c'est vrai que j'y suis allé jeudi soir et il me dit, voilà, j'ai ramassé les carottes cet après-midi. Donc y aller, rencontrer des gens, discuter avec lui et manger des carottes qui, d'une part, sont bio, d'autre part, qui étaient encore en terre l'après-midi, qui n'ont pas été réfrigérées, qui n'ont pas été irradiées, qui ont été cueillies à maturité, c'est pas faire forcément une perte dans ma qualité de vie qui est considérable. Voire même ça pourrait être un gain. Et en fait, il y a énormément de choses comme ça. Marcher ou faire du vélo, plutôt qu'être tout le temps dans une boîte confinée à respirer les gaz des autres boîtes qui sont autour de la mienne, c'est pas non plus forcément un gain de qualité de vie extraordinaire. Donc moi, je me rends compte en fait que la plupart du temps, quand les gens changent,
sur des territoires, ils le font parce qu'ils cherchent d'abord à se mettre en cohérence et à vivre plus heureux. Moins travailler, prendre plus de temps pour leurs enfants, vivre leur passion, pouvoir avoir une activité artistique en même temps. Les gens qui transforment par exemple la cantine de leurs enfants, qui s'engagent, c'est ce que je suis en train de faire avec mon fils là, on est en train d'essayer de passer la cantine en bio, c'est une école catholique d'ailleurs. On le fait parce qu'on a envie que nos enfants mangent des choses qui sont saines, qui sont bonnes. Le cuisinier, il a envie de travailler avec des produits de qualité plutôt qu'à recevoir des sachets et ouvrir des boîtes. Et en fait, c'est presque fou, mais parfois on est tellement habitué à cette espèce de système qui n'a rien de satisfaisant qu'on en vient à développer des résistances à changer pour quelque chose qui nous rendrait plus heureux. Et je le vois tout le temps, ça. Et on a vraiment besoin d'avoir ce moment de recul où on se repose la question de savoir quelles seraient les conséquences de ce changement pour en fait se dire, ben oui, en fait, je pense que ça me ferait plaisir et que je me sentirais mieux de le faire. Professeur Liedo, comment est-ce qu'on peut comment est-ce que l'homme peut coopérer avec la nature? Donc vous travaillez sur le vivant, vous avez sûrement votre avis. Oui, mais en fait, en vous écoutant, j'avais effectivement pas mal d'idées qui revenaient, qui sont en fait la base même du fonctionnement mental. Et je vais très vite expliquer ce à quoi je fais appel. Il existe en fait, si je peux avoir les diapositives, je ne vais pas vous asséner d'informations, mais juste pour vous dire, vous le savez peut-être déjà intuitivement, il existe deux états, deux activités mentales. Une activité qui va être, on va appeler ça le cerveau pondéré, c'est le cerveau de la contemplation. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. Et puis il y a le cerveau, j'ai montré tout à l'heure, qui était au centre, qui est celui des instincts, qui est celui des émotions, qui est celui de la dépendance. Et malheureusement, notre société parle à ce cerveau-là parce qu'en fait, c'est facile. Pour la consommation, les économistes peuvent prévoir vos gestes. Si on vous montre et si on vous fait sentir l'odeur de fraises, quand vous passez devant un cajot de fraises, vous allez prendre des fraises. Parce que c'est le cerveau qui cherche à consommer. Et à chaque fois qu'il consomme, ce cerveau-là va libérer une substance qui s'appelle la dopamine. Et l'activité du consommateur, c'est de faire monter la dopamine aussi haut qu'il pourra. Donc, par exemple, quand on prend du sucre, quand on va prendre du chocolat, du café, etc., ce sont des systèmes d'auto-récompense. Mais ce sont les systèmes dans lesquels on verse très vite dans la dépendance. Puis, donc, je vous ai parlé de la coiffe. Alors ça va être le cerveau pondéré qui va analyser, qui va réfléchir, qui va se poser la question d'où vient l'origine de ces légumes, etc., qui va analyser, qui va faire que cette décision qui sera prise sera une décision plutôt rationnelle. Mais notre société ne parle pas à ce cerveau-là. Comme je disais en aparté tout à l'heure, quand vous prenez l'avion, que vous passez dans les duty-free, toutes les substances qu'on vous montre, c'est exactement l'exemple même des substances addictives. Celles où, quand vous aurez essayé une fois, vous ne pourrez plus décrocher. Alors, je voulais justement montrer l'existence de ces deux états mentaux. Alors, est-ce que je peux avoir la diapositive suivante ? Suivante. J'ai décidément pas de chance. Oh, allez-y, continuez. Alors, je prends la main. On se passera de ça. Je voulais simplement illustrer l'existence de ces deux modes d'activité mentale. On va y arriver. J'avais prévu probablement 4 heures d'exposé. Non, on ne va pas parler de ça. Voilà. L'existence de ces deux modes d'activité mentale. Quand on vous regardez ces deux flèches, et je vous les laisse juste une seconde, et je vous demande si la flèche A et B étaient identiques ou pas. Je reviens, je vous laisse du temps. Bien effectivement, quand on est dans le cerveau automatique, le cerveau irréfléchi, celui qui consomme, eh bien, vous allez dire de suite que A est plus grand que B. Mais lorsque vous allez faire appel à votre cerveau pondéré, celui qui va réfléchir, celui que vous allez entraîner dans la contemplation, à ce moment-là, vous éliminez le contexte. Parce que tout à l'heure, ces deux angles qui étaient ouverts ou fermés, vous les enlevez, et puis là, le cerveau pondéré va dire, eh bien, c'est la même chose. D'accord ? Donc ces deux flèches, évidemment, sont identiques. Un autre exemple, je vous montre ces deux cercles-là. Je vous dis, est-ce qu'ils sont identiques ou est-ce qu'ils sont différents ? Le cerveau, il réfléchit, celui qui est automatique, il va vous dire,
Là, en fait, rapidement, oui, c'est la même chose. Et si vous allez analyser, faire appel à ce cerveau pondéré, celui qui réfléchit, de la contemplation, vous allez même faire une opération mentale, vous allez ramener ces deux cercles et dire effectivement, ce sont les mêmes. Regardez ce qui se passe si je change le contexte. Je reviens. Je change le contexte. Vous voyez? Là, le cerveau automatique, il réfléchit, vous dira que à gauche, le cercle est plus petit, orange, que le cercle de droite. Voilà, c'est tout ce dont on a entendu parler ce matin, en début de session, c'est exactement l'illustration de ces deux modes d'activité, soit le cerveau analytique qui cherche à comprendre, ou le cerveau qui cherche à savoir. Ce n'est pas la même chose. Le cerveau qui cherche à comprendre, il a fait cette opération mentale, les deux cercles, il les a rapprochés, et là, il dit, ce sont les mêmes. Le cerveau qui est bombardé d'informations, ce cerveau-là qui n'a pas le temps toujours d'analyser l'information, eh bien, c'est le cerveau qui croit savoir. Et il dit, je sais, à gauche, le cercle est plus petit que le cercle de droite. Je termine, parce que c'est exactement le cœur du problème ici. Je vous montre ces trois portraits-là. Eh bien, en haut à droite, quand on montre cette diapositive de cette jeune fille, et on a mis le nom Maria De Angelo. Ensuite, cette diapo part, et à d'autres étudiants, on présente Sarah Finkelstein, donc ici, en haut à droite, une italienne, à gauche, une juive askénaze d'Europe centrale, et enfin, en bas à droite, vous avez Kay O'Malley, une irlandaise. J'ai oublié de vous dire, on demande de juger sur une échelle de 1 à 10, et 3 attributs, intelligence, beauté et motivation dans la vie. Eh bien, la fille Maria De Angelo, regardez les résultats, c'est impressionnant. Si vous demandez sur un score de 1 à 10 sur la beauté, vous avez en fait le score de 8 pour la fille qui avait un prénom italien. Et pour le même visage, vous avez un score de 3 sur 10 pour le même visage qui avait simplement un prénom juif askénaze. Vous regardez, donc ce qui m'étonne tous les jours quand je vois ces données, c'est l'amplitude de variation dans la décision. Vous voyez comment on peut faire sombrer un cerveau qui va consommer, juste parce qu'on peut le guider comme ça, en changeant le contexte. Ensuite, vous regardez l'intelligence. C'est l'italienne, c'est sois belle et tais-toi, parce que quand on demande de juger l'intelligence sur ce visage, eh bien on lui donne 3 sur 10, alors que la juive askénaze, on lui donne 8 sur 10, etc., etc. Ce que je veux simplement vous dire, et ça vous fait rigoler, mais c'est presque pitoyable de voir que ce cerveau qui fonctionne de façon automatique se permet de donner une note. C'est ça le plus... D'abord, ce qui est sidérant, c'est de voir l'amplitude de variation pour le même visage ou pour la beauté et l'intelligence, mais c'est aussi de voir que ces personnes qui ont été testées se sont permis de répondre, alors qu'ils auraient dû simplement dire, pour l'intelligence, j'ai pas d'argument, je pose mon crayon. Eh bien non, ils ont dit l'intelligence, ils se sont même permis de noter sur une échelle de 1 à 10. Donc voilà, je voulais illustrer cette dualité du cerveau irréfléchi ou du cerveau de la contemplation, du cerveau pondéré. Il y a le père Jean-Marie qui va parler juste à droite. J'ai juste une question. Pour l'introduire, je prendrai la supposition suivante. Je suis rentré en retard dans cette salle et je pensais assister à un congrès de téléévangélistes qui essaie de se rassembler pour savoir comment convaincre les gens, quel est le levier pour le changement. Et je me suis dit, quel est le lien entre ce type de rencontre et le débat que nous entendons? Et je me suis dit, mais derrière ça, soit on nous explique comment ça marche, soit on nous dit ce qu'il faut faire. Ma question de fond, c'est quoi le vrai moteur de changement? Alors, le moteur de changement, on nous l'a sorti au point de vue moral pendant des siècles en disant il faut faire ça, se conduire comme ça. J'ai l'impression qu'une grande partie du discours écologique est tombée dans ce registre, alors par le levier de la culpabilité ou le levier de la terreur. Moi, j'aimerais vraiment poser à chacun des intervenants, mais quel est le vrai moteur du changement? Et qui soit crédible, et qui ne soit pas simplement une sorte de truc qui n'a jamais marché dans l'histoire des hommes. Pour moi, si je peux commencer, la première chose, c'est qu'on ne sauvera pas la planète, c'est-à-dire qu'on se dégage de cette idée que ce que je vais faire, ça va sauver les choses. Ce n'est pas de notre ressort. On est des gardiens, on n'est pas des sauveurs. Donc de toute manière, on vivra toujours dans un monde compliqué sur lequel on ne peut pas agir définitivement, mais, un peu comme ce que dit Colibri, à notre mesure, on essaie ce travail de la cohérence et de la lucidité.
Et pour nous, en tout cas dans notre petite aventure des Cahiers de Saint-Lambert, ce qui est très moteur pour la prise de conscience et pour le changement, c'est la rencontre. À partir du moment où vous faites rencontrer des gens qui ont commencé à agir, qui ont commencé à faire, qui racontent comment ils étaient pris dans telle contradiction, dans tel paradoxe, et puis qui, à un moment donné, ont tiré sur une ficelle, et puis ils ont essayé, puis ils ont tenu bon. Ils n'ont pas tout résolu, ils n'ont pas tout sauvé. Par contre, ils ont grandi en cohérence, ils ont grandi en lucidité, et puis du coup, ils ont rencontré d'autres personnes. Voilà. Le modèle des AMAP, par exemple, qui, il y a 10 ans, nous disait c'est impossible de faire une autre agriculture que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est impossible, soyons sérieux. Et puis, il y a un certain nombre de jeunes agriculteurs qui ont dit, de moins jeunes, qui ont dit non, moi j'en ai assez de passer ma journée sur le tracteur, endetté jusqu'au cou, à faire des produits dont je ne suis même pas sûr que ça soit bon pour les gens à qui je le vends. Donc des gens ont fait ce travail de lucidité en disant comment je peux, à ma mesure, refaire quelque chose où je suis cohérent, dont je suis fier et que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Et alors on voit, on discerne, et le fait d'entendre des gens qui ont commencé à faire ce travail-là, on commence à regarder les choses autrement, et donc on arrête de rêver à des choses impossibles, et puis on revient à un travail plus terre à terre, on dit moi, à ma mesure, je peux agir sur ce domaine-là, parce que c'est cohérent pour moi. Et ça, c'est très net quand on fait un travail, quand on rassemble un certain nombre de gens et qu'on demande à chacun pourquoi vous êtes là sur les questions d'écologie. Et puis que chacun dit moi, j'ai commencé à travailler sur ça. Moi, aujourd'hui, je n'arrive pas encore, mais j'ai envie de travailler là-dessus. Quand vous avez fini le tour, à la rigueur, ça suffit déjà. Parce que les gens se rendent compte, oui, c'est possible. Il y a des choses. Mais il faut se sortir un peu de cette idée qu'on va tout résoudre. Non, on ne va pas tout résoudre. La question, c'est est-ce que je suis déjà cohérent avec moi-même ? En profondeur, c'est une question d'amour. Est-ce qu'on aime ce monde dans lequel nous sommes ? Et dont, par ailleurs, nous, chrétiens, nous pensons avoir été institués responsables par son Créateur. Mais c'est une question d'amour. Est-ce que nous aimons ce monde ? Et si nous l'aimons, est-ce que nous sommes désireux de voir ce qui le menace être combattu et limité ? Ça ne veut pas dire que nous puissions le faire, mais est-ce qu'au moins nous souhaitons que cela soit fait ? C'est une question d'amour pour ce monde. Au fond de soi-même, il faut se demander, est-ce que nous l'aimons ? Et les chrétiens peuvent se demander, est-ce que nous aimons aussi son Créateur ? Est-ce que nous aimons surtout son Créateur ? Est-ce que nous aimons ce monde parce que nous aimons son Créateur aussi ? Donc ce n'est pas du tout une question de devoir. Si, le devoir est un dérivé. Si nous l'aimons, nous en sentons responsables. Si nous en sentons responsables, ça nous dicte, à notre niveau de compétence et de pouvoir, ça nous dicte certains devoirs. Mais c'est uniquement par dérivation. Moi, je dirais... Où est-ce que vous êtes, en fait, la personne qui a posé la question ? Ah, pardon, parce que je ne vous voyais pas tout à l'heure. Moi, d'expérience, en tout cas, ce que je vois comme moteur de changement, c'est la crise. La plupart du temps, en fait, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, on change quand on est face à une très grande crise. D'ailleurs, c'est même un sujet d'étude, c'est-à-dire quand on essaye de... En positif et en négatif, c'est-à-dire que quand on essaye de favoriser des changements de comportement vertueux, on sait que des publics réceptifs, c'est les gens qui viennent d'avoir un enfant. Donc quand je parle de crise, je ne parle pas forcément de crise négative, c'est vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose d'inattendu dans notre vie qui nous met dans un état particulier. La naissance d'un enfant, un divorce, un deuil, une catastrophe. Bon. On sait qu'à ces moments-là, en tout cas dans ces moments un peu de crise, il y a des choses qui changent. C'est un sujet d'étude de façon beaucoup plus cynique, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre de Naomi Klein qui s'appelle « La stratégie du choc ». Il y a en fait une école d'économistes qui était emmenée par quelqu'un qui s'appelle Milton Friedman, qui a mis au point toute une technique pour imposer des modèles néolibéraux dans des pays au moment où ils vivaient une crise. Donc c'est notamment ce qui s'est passé quand il y a eu Katrina à la Nouvelle-Orléans. Il y a eu toute une configuration de promoteurs qui en ont profité pour raser des endroits entiers, remplacer les écoles publiques par les écoles privées, etc., etc. Donc on voit que la crise est un moment critique, en fait. On voit que des exemples, par exemple, de changements radicaux où l'économie, par exemple, américaine a été en 4 ans complètement transformée d'une économie de paix en une économie de guerre,
C'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc à un moment où il y avait une crise profonde. C'est aussi juste après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu les droits de l'homme. Donc la crise, de toute façon, est un moteur de changement. Donc après, jusqu'où est-ce qu'on se laisse aller dans la crise? Est-ce qu'on arrive à anticiper ou est-ce qu'on va jusqu'au moment où c'est déjà trop tard et on change, mais c'est très douloureux? L'autre chose, c'est le désir, c'est-à-dire d'être enthousiasmé. Ça, c'est souvent ce qui est à la base des démarches entrepreneuriales. Si vous parlez à des gens qui ont créé des entreprises, la plupart du temps, ils l'ont fait parce que ça les excite. Ils s'éclatent à le faire. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'équation, elle est comment est-ce qu'on trouve du sens, du plaisir, de l'épanouissement à faire quelque chose qui nous correspond profondément, à faire ce qu'on aime, tout en le mettant au service de la résolution de problèmes qui sont la crise face à laquelle on est. Mais de mon expérience, en fait, ça se rencontre. Quand on fait quelque chose qu'on a profondément envie de faire, quand on se met très très en cohérence, c'est très rare, sauf si on a une couche de problèmes névrotiques jusque-là, qu'on fasse quelque chose qui soit profondément nuisible pour les autres. Père Thomas ? Pardon, monsieur. J'ai essayé de réfléchir rapidement. Je vois deux actions possibles. Vous m'entendez ? Deux actions possibles pour imaginer un moteur, le moteur de changement. La première, c'est donc d'essayer de lutter, pas d'essayer, il faut lutter, dans ce basculement où le mode du cerveau automatique, instinctif, consommateur soit prédominant. Et donc le faire tomber la plupart du temps, en tout cas le plus possible, dans ce mode de cerveau pondéré, contemplatif. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, ce mode de cerveau automatique et irréfléchi, c'est le mode de cerveau qui cherche à consommer, à avoir son pic de glycémie, etc. Il y a un autre mode, donc c'est le mode de la contemplation et de l'imagination. Ça, c'est grâce à notre cortex. Eh bien, ça, il faut prendre en compte que notre cerveau est une machine à émulation en permanence. C'est-à-dire qu'on se projette dans le temps. Et prenons l'exemple, par exemple, de construire une cabane. Eh bien, quand vous allez vous promener dans le bois pour trouver la fourche qu'il va falloir, eh bien, vous êtes en train de vous faire cette représentation. Dès l'instant où vous allez trouver la fourche, vous êtes content. Et donc là, il y a déjà cette substance naturelle de dopamine qui va être sécrétée. Vous allez construire votre cabane, puis vous allez trouver un appui sur ces deux fourches, trouver la bonne baguette, etc. À chaque fois, là, vous aurez ce système d'émulation qui viendra dire l'acte est correct et la récompense est bonne. Donc vous voyez que soit on tombe dans ce cerveau automatique qui cherche à se sécréter, à avoir de la dopamine, un peu comme quelqu'un dépendant à la cocaïne. C'est la même chose quand on va faire les courses le samedi de façon compulsive avec sa carte bancaire et on revient avec le maximum de paquets à la maison, c'est exactement le même geste. Ou alors on est dans ce cerveau qui est une machine à émulation et on évitera de cette récompense immédiate puisqu'on est toujours dans la projection, dans le futur et la congruence ensuite dans l'acte qui a été fait avec ce qui avait été planifié. Et donc là, on a quelqu'un d'affranchi. Addiction vient de addictus, qui veut dire esclave. Donc si vous basculez dans l'autre mode, vous êtes affranchi de cet esclavage. Donc ça, c'est le premier point, je crois, le moteur idéal de changement. Le deuxième, c'est de prendre en compte ce que j'ai essayé de dire très rapidement tout à l'heure dans mon exposé, c'est que le cerveau humain est un cerveau éminemment social. J'avais quelques diapositives pour vous montrer, mais ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Simplement, votre cerveau s'active quand moi je vous regarde dans vos yeux, et si je regarde par terre, votre cerveau ne s'active pas pareil. Donc ça, c'est le propre de l'être humain. Et en être conscient, c'est aussi chercher à éveiller ce cerveau et à l'aider pour qu'il soit dans ce mode de cerveau pondéré, réfléchi. On a parlé donc de l'amour. Pour bouger, il faut aimer. Puisque au fond, changer, c'est un acte de la volonté. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui bouge la volonté. Ce qui bouge la volonté, c'est un bien. Mais quand ce bien est ardu, quand on sent que ça va être difficile, le bien ne suffit pas. Il faut aussi l'espérance. J'ajouterai à ce qu'on a dit la question de l'espérance. Si le bien est ardu, ça va demander du combat. Et si ce combat est perdu d'avance, je suis attiré, mais en fait désespéré. Et en même temps, on peut à la fois aimer quelque chose et être dans le désespoir. Je désirais avoir mon bac, je ne l'ai pas eu. Je désirais ça, mais j'arrête en milieu d'année, je ne veux plus. Parce que je n'espère plus l'avoir. Et donc je crois que la grande question qu'on se pose là, c'est en fait
comment avoir un amour plein d'espérance s'il est pour la nature. Et donc, c'est comment rendre dans la conscience commune l'idée que l'écologie et le changement est possible. Parce que, généralement, on désespère quand un bien qu'on aime, on le considère comme impossible à obtenir. À ce moment-là, il est source d'anxiété plutôt que de plaisir. Et donc, ce qui fait la grande différence, c'est que ce bien qu'on m'a appris à aimer, en plus, je crois que c'est possible de l'obtenir. J'aimerais qu'on parle un petit peu du progrès. Est-ce que, de temps en temps, on n'est pas devenu justement notre meilleur ennemi ? Tout à l'heure, Père Thomas, vous posiez la question comment maintenir la pensée en éveil, parce que très souvent, on oublie et puis on refait les mêmes erreurs. Est-ce que vous pouvez réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure ? Est-ce que quelqu'un peut réagir à ce que j'ai dit ? Comment maintenir la pensée en éveil ? Quand vous avez expliqué justement le Japon, ce qui s'était passé avec ce qui se passe en ce moment avec cette future crainte nucléaire, vous avez expliqué, bon, pour l'instant tout le monde en parle aujourd'hui, mais d'ici 1 mois, 2 mois, si c'est résolu, on oubliera. Je ne saurais pas répondre au niveau global. Au niveau global, c'est la question sans doute de qu'est-ce qui maintient la pensée en éveil ? Bon, il y a des caractères plus portés à être éveillés intellectuellement ou pas, mais grosso modo, c'est à partir du moment où je trouve quelque chose de passionnant, d'intéressant. Et donc, je pense qu'il faudrait aller, en fait... Moi, je peux y répondre pour moi, en tout cas. Pour les autres, je ne sais pas bien, mais je peux vous expliquer pourquoi moi, je trouve ça intéressant, la question écologique. Qu'est-ce qui maintient la pensée en éveil ? Et tel que je suis fait, en tout cas, j'ai besoin de remonter à ce qu'est la nature. On le disait tout à l'heure, c'est en fait en raison de ce qu'est l'homme dans la nature. Et moi, ce qui me maintient la pensée en éveil sur cette question, c'est de penser à cette chose merveilleuse que dans la nature, il y a un être qui est à la fois corporel et habité d'une âme spirituelle. Donc dans le monde entier, il y a à un moment donné l'apparition de quelqu'un qui est une perle dans ce monde, qui réalise un sommet parce que c'est l'unique réalité physique qui soit habitée par quelque chose de spirituel. Et donc là, il y a dans le monde physique quelque chose de tout à fait original. Le corps humain transcende d'une certaine façon la nature. On peut dire que tout le cosmos est pour le corps humain. Et par son esprit, l'homme est encore au-delà même du monde physique. Donc les anciens disaient que l'homme est horizon. Et moi, ce qui maintient la pensée en éveil, c'est de penser cet horizon. Tout l'univers est pour ce corps humain spirituel. Et je dirais même en tant que théologien, cette fois, de penser que Dieu lui-même a habité un corps humain. Ça veut dire que dans le monde physique est apparue à un moment donné la présence même du divin. Et donc le monde physique, par le corps humain de Jésus, a été divinisé. Or, Jésus m'a donné son corps dans l'Eucharistie. Et donc ça veut dire que dans chaque tabernacle, nous trouvons, si nous sommes croyants en tout cas, nous le croyons, le corps eucharistique de Jésus, la présence même de Dieu. Ça veut dire que dans le monde physique, aujourd'hui, à cet instant, il y a une réalité physique habitée par le divin. Et je dirais, ça, c'est ce qui, pour moi, est ultimement ce qui fonde mon intérêt pour l'écologie. Tout l'univers physique a permis de donner l'Eucharistie. Pour moi, c'est une autre manière de le dire, mais je rejoins tout à fait cette intuition. Je pense que si on est sur un plan théologique, c'est l'expérience de la grâce. Il me semble que si on se levait tous les matins et qu'on reprenait conscience de la grâce d'exister, voilà, et ça on peut faire cette expérience pas forcément comme chrétien, mais tout court, comme homme, la grâce d'exister. Voilà, moi j'ai redécouvert ça aussi un peu en travaillant sur ces questions, ce qui était présent, hein, on le sait intellectuellement, mais de goûter à cette grâce mystérieuse d'exister, voilà, de pouvoir interagir avec d'autres. Et donc il me semble que pour entretenir ce sentiment-là, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais aussi la curiosité, c'est-à-dire de refuser de se restreindre à un discours dans lequel je me sens rassuré. Et ça, comme croyance, c'est aussi valable en termes quant aux théologies et aux spiritualités qu'on déploie, c'est-à-dire qu'on a toujours une part de la vérité. On n'a jamais la vérité en entier. Et pour fréquenter un certain nombre de milieux écologistes qui, pour beaucoup, se disent non chrétiens ou agnostiques, voilà. Et
eh ben, je rencontre là des gens vraiment intéressants, passionnants, dont un certain nombre jouent pour moi aujourd'hui le rôle de prophètes, pas de gens qui savent tout, mais de gens qui, à un moment donné, ont repéré, ont eu la lucidité de dire là, il y a un problème. Et c'est suffisamment grave pour que je ne le lâche pas et pour que je risque ma propre vie pour défendre ce point-là. Pardon. Oui, pardon, je termine juste. Et donc avoir cette curiosité d'aller à la rencontre de ces gens-là, pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'ils disent. Hein. On a la lucidité de discerner, d'avoir une intelligence dans cette rencontre-là. Mais quand on rencontre quelqu'un qui est cohérent dans ce qu'il dit et dans sa pratique et dans ce qu'il défend sur un point éthique et là, de se laisser toucher par cette rencontre. Voilà. Parce qu'on croit aussi que la grâce d'exister, c'est être curieux de ce que l'Esprit Saint fait, pas simplement dans son Église, mais aussi en dehors de son Église. Voilà. Et que nous, comme chrétiens, on n'est pas là pour ramener tout le monde chez nous, mais c'est aussi pour nous émerveiller de ce que l'Esprit Saint fait en dehors de nous. Ce qui maintient aussi l'intelligence en éveil, c'est d'être je disais tout à l'heure, en veille. Il faut être attentif à ce qui se passe dans le monde, à certains signes des temps qui auraient été complètement imprévisibles il y a encore 4 ou 5 ans. Exemple, ce qui est arrivé au Brésil à l'automne dernier, 2010, pour l'élection présidentielle. Le coup de tonnerre qu'a été l'apparition de Marina Silva, candidate écologiste, fille de sous-prolétaires amazoniens. Elle était seringueira dans la jungle à l'âge de 9 ou 10 ans. Elle attrapait toutes les maladies possibles. Convertie, c'est une chrétienne évangélique. Elle se bat aux côtés littéralement des guérilleros contre les pistoleros des grands propriétaires. Elle entre dans le mouvement écologiste d'extrême gauche. En même temps, elle est totalement chrétienne. Et elle fait l'événement de cette campagne présidentielle en menant campagne contre Mme Dilma Rousseff, la pseudo-candidate de gauche, qui en réalité est l'instrument des intérêts économiques nord-américains et des projets industriels les plus dangereux, celui de l'Amazone, contre lequel les évêques brésiliens du Nord militent en ce moment. Marina Silva fait campagne contre ça, mais en même temps, elle fait campagne contre l'avortement. Et c'est comme ça qu'elle crée un mouvement de masse totalement imprévu, où on retrouve pêle-mêle la gauche ouvrière et sous-prolétaire, en même temps les chrétiens convaincus, évangéliques, protestants et catholiques, à tel point qu'elle oblige Mme Rousseff, qui arrivait en sifflotant, persuadée d'être élue au premier tour parce qu'elle avait été adoubée par Lula, elle l'oblige à un deuxième tour. Et ça permet au monde entier de découvrir que le Brésil est très largement hostile à l'avortement. Et elle dit, il n'y a pas de contradiction. Ceux qui sont incohérents sont les écologistes qui tolèrent, sont ceux des écologistes qui tolèrent que l'on fasse à l'homme ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse à la nature. Ça, c'est l'incohérence. Moi, je suis un écologiste plénière. Je ne veux pas qu'on fasse à l'homme la même chose que ce que l'on fait à la nature, parce que dans les deux cas, eh bien, c'est la nature humaine d'un côté, la vocation de l'homme qui est menacée, et c'est l'intégrité de la nature créée par Dieu qui est menacée aussi. Et tout ça va ensemble, c'est recto verso, c'est pile et face, c'est la même chose. Et c'est comme ça qu'elle a suscité, je parlais de mouvement de masse tout à l'heure, un véritable mouvement de masse au Brésil, que les intellectuels parisiens, nos amis les bobos, mes confrères, ont vu avec stupeur. Parce que l'idée qu'on puisse être écologiste, radical, d'extrême gauche et contre l'avortement, vous racontez ça à un Parisien, il tombe de l'armoire. Tellement on est habitué à penser autre chose, c'est-à-dire à penser la schizophrénie, à vouloir qu'on violente la nature humaine d'un côté et qu'on défende les petites bêtes de l'autre. Parce que ceux qui ne veulent pas qu'on mange des animaux, je ne dis pas, je suis tout à fait d'accord avec Fabrice Nicolino, je pense qu'on mange trop de viande. Mais cela dit, ceux qui ne veulent pas qu'on mange des animaux sont tout à fait d'accord pour l'avortement, les manipulations génétiques, les mères porteuses, etc. Et pour qu'on violente la nature humaine, pour affranchir l'homme de sa condition humaine. Ça, c'est la schizophrénie. Pour terminer, oui, pardon. Est-ce que je peux rebondir rapidement sur justement la réflexion du Père Thomas et de ce que vient de dire Patrice,
C'est extrêmement important. Je crois qu'il n'y avait qu'un seul message, c'est celui-ci à reprendre. Donc la question était de savoir comment donc l'écologie permet de s'interroger sur le sens du monde dans lequel nous évoluons et comment donc maintenir la pensée en éveil, c'est-à-dire éviter de sombrer dans la pensée unique, où tout le monde pense de la même façon, etc. Et donc moi j'y vois au moins d'un point de vue du neurologue 3 façons de maintenir cette pensée en éveil, c'est-à-dire d'éviter de tomber dans les stéréotypes comme je vous ai montré tout à l'heure. La première façon, c'est de se donner du temps pour la perception. C'est-à-dire quand vous êtes devant une information, la flèche A et B, je vous l'ai montré la première fois en 2 secondes et je l'ai éliminée. Parce que si je vous donne du temps, vous allez dire effectivement A et B sont identiques. Enfin, les segments verticaux. Ça, c'est la première chose, se donner du temps pour qu'on saisisse l'information. Le deuxième, c'est d'éviter la routine. C'est-à-dire que notre cerveau est toujours une machine à émulation, à prédire ce qui va se passer. Mais si vous êtes dans un cerveau qui sait ce qui se passera dans une seconde, dans une heure, dans un jour, dans une semaine et dans un mois, c'est fini. Vous tombez dans ce cerveau qui ne sera plus éveillé. Le troisième point important pour éveiller ce cerveau, c'est d'éviter le hasard. Parce que devant le hasard, le cerveau va vous faire croire que vous savez. Par exemple, c'est un jeu que je vous demande de vous prêter ce soir en rentrant à la maison. Vous prenez une paire de dés, vous demandez à votre enfant de rentrer dans la pièce, et vous lui demandez de jeter les dés et de faire les chiffres les plus forts. Il va prendre le dé, et vous verrez, il jettera les dés. Vous lui demandez de rester derrière vous, et vous faites rentrer le deuxième enfant ou deuxième personne. Et vous lui donnez cette paire de dés, donc on est devant le hasard, puisque la personne ne contrôle pas les chiffres qui va sortir, et vous lui dites, maintenant je veux que tu me sortes les chiffres les plus faibles. Dans tous les cas, vous verrez, la personne va se retenir. Parce qu'elle est en train d'inventer une loi qui n'existe pas. Et la loi est la suivante, il existerait une relation entre la force physique et les chiffres qui vont sortir. Vous voyez ? Donc ça, c'est ce cerveau qui est devant le hasard. D'où l'importance quand même des croyances, de façon à ce que ce hasard ne vous entraîne pas dans complètement l'impondérable. Voilà. On va devoir terminer ce débat. Et j'aimerais juste terminer en fait sur les phrases de Jean-Paul II et de Benoît XVI qui demandent de passer d'une écologie environnementale à une écologie humaine. Merci beaucoup.